Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le plan de paix de Trump pour l'Ukraine. De Belém pour parler climat à Johannesburg pour évoquer notamment les dossiers soudanais et palestiniens, les Européens étaient très occupés la semaine dernière. On attendait beaucoup de la COP30 au Brésil et du G20 en Afrique du Sud, deux grandes réunions auxquelles l'administration Trump avait choisi de ne pas participer, laissant la main notamment à l'Europe. Mais les Américains comptaient bien se faire remarquer. C'est le moment qu'a choisi Donald Trump pour soumettre à Kiev un nouveau plan de paix négocié dans le plus grand secret avec la Russie. Nous menons de bonnes discussions. Nous avons commencé avec la Russie. Nous avons de bonnes discussions avec la Russie. Et si l'Ukraine veut conclure un accord, je pense que c'est une bonne chose pour les deux pays. Une annonce surprise dont les propositions étaient surtout à l'avantage de Vladimir Poutine. Cession de certains territoires, réduction de l'armée ukrainienne ou encore interdiction d'entrer dans l'OTAN, le G20 s'est alors transformé dans les coulisses en réunion de crise sur l'Ukraine et les alliés de Kiev se retrouvaient ensuite à Genève pour formuler une réponse. Les négociations ont repris, Donald Trump assure qu'il ne reste que quelques points de désaccord à régler, quand le Kremlin estime que le nouveau plan européen n'est pas constructif. Du côté de l'Ukraine, on joue les équilibristes avec Washington, alors que les frappes se poursuivent sur le pays. Une séquence qui illustre l'effacement de l'Europe face aux États-Unis. Pour analyser la position des Européens après ces derniers jours, j'ai contacté à Bruxelles Luc de Barochet, éditorialiste à l'Express, spécialiste des questions internationales et européennes. Bonjour Luc. Bonjour Charlotte. Luc, les Européens, avec en tête la France et l'Allemagne, accompagnés du Royaume-Uni, ont donc fourni une réponse au plan américain. Après leur visioconférence cette semaine, Emmanuel Macron a estimé que la Russie ne voulait clairement pas d'un cessez-le-feu. Alors, est-ce qu'on peut parler là d'une prise de conscience de l'Europe ? Oui, un début de prise de conscience des Européens qu'il va leur falloir faire beaucoup plus s'ils veulent éviter que le règlement du conflit russo-ukrainien soit très négatif pour la sécurité européenne. Ils ont défini leur ligne rouge. La préservation de la souveraineté politique de l'Ukraine et de sa démocratie, le refus d'entériner toute modification des frontières effectuées par la force, le refus d'une Ukraine désarmée et soumise à Moscou. La ligne européenne, c'est on veut bien discuter de la paix sur la base des propositions américaines, mais celles-ci doivent être amendées. C'est ce qui a été fait ces derniers jours. Donc, il y a un certain soulagement. Mais, car il y a un mais, l'influence des Européens reste incertaine. Parce que la méthode Trump est imprévisible et surtout parce que Steve Witkoff, l'émissaire américain, se rend à Moscou la semaine prochaine. Dans quelle mesure les amendements européens ne vont-ils pas être oubliés en route ? On ne le sait pas. Et Luc, on peut imaginer que cet épisode pourrait donc faire évoluer certaines positions européennes dans l'aide à l'Ukraine. Oui, ça peut changer les choses, par exemple sur la question des avoirs russes, qui est très importante. Pourquoi ? Parce que les Américains ont proposé de consacrer ces avoirs russes qui ont été gelés en Europe à la reconstruction de l'Ukraine sous la direction des États-Unis. Ça torpille la proposition européenne qui était d'utiliser ces mêmes avoirs russes comme collatéral pour faire un prêt européen à l'Ukraine, pour l'aider à renflouer ses caisses et à faire des achats d'armes. On parle d'un prêt de 140 milliards d'euros avec des garanties des États membres gagées sur les avoirs russes gelés. Mais la Belgique a encore des objections. Or, c'est elle qui détient la grande majorité des avoirs russes. Elle a besoin d'être rassurée sur la solidarité européenne si jamais elle était contrainte de rembourser un jour ses avoirs. Le prochain sommet européen du 18 décembre va être décisif. Si on regarde au-delà de la guerre en Ukraine, quelles conséquences peut avoir toute cette séquence sur la relation entre l'Europe et les États-Unis ? Alors, la confiance envers l'administration Trump était déjà réduite au minimum après les épisodes précédents. Il y a eu les attaques de Trump contre l'Union européenne, ses critiques contre l'OTAN, le doute qu'il a jeté sur la garantie de sécurité américaine, et puis l'été dernier, l'imposition unilatérale des droits de douane. Ça fait beaucoup. Maintenant, c'est la défiance qui domine. Car le plan Trump, tel qu'il a été présenté initialement, contredit les projets de l'Union européenne pour asseoir son autonomie stratégique et pour garantir la sécurité du continent face à Vladimir Poutine. Et pourquoi il contredit les projets de l'Union européenne ?
Parce que la paix en Europe, qui dure depuis maintenant 80 ans, ce qui est très long à l'échelle du continent, est fondée depuis la guerre froide sur un certain nombre de principes qui avaient été agréés par Moscou, par Washington et par tous les États européens. Il y a notamment le respect de la souveraineté de chaque État, même les plus petits. Il y a l'interdiction de modifier les frontières par la force. Il y a la liberté d'appartenir à une alliance de son choix ou même de rester neutre. C'est tous ces principes que le plan Trump néglige. Le fait de désarmer l'Ukraine, comme Poutine le réclame, et comme les Américains semblaient prêts à l'accepter, c'est l'inverse de ce que veulent les Européens. Ils souhaitent au contraire une Ukraine qui soit la plus forte possible, même après le cessez-le-feu, pour dissuader toute agression future de Moscou et pour protéger les autres pays européens, par exemple les pays baltes. Est-ce que ça veut dire, Luc, que l'Europe doit faire sans les États-Unis ? Alors, beaucoup de dirigeants européens le souhaitent de plus en plus ouvertement. Mais c'est compliqué, car les Européens, d'une manière générale, sont très dépendants des Américains pour leur défense. D'abord, il y a la garantie de la dissuasion nucléaire, pour les pays comme l'Allemagne, la Pologne ou l'Italie qui ne disposent pas de la bombe atomique. Ensuite, il y a la dépendance en matière d'armement, car beaucoup de pays achètent américains pour équiper leurs armées, y compris la France d'ailleurs pour certaines armes. Et sur le champ de bataille, les Ukrainiens savent aussi qu'ils ont besoin des renseignements américains, en particulier des renseignements satellitaires qui détectent les mouvements des troupes russes. Personne ne veut donc trop contrarier Washington. On voit bien qu'on est arrivé à un moment majeur pour l'Europe. Le bras de fer en cours autour d'un règlement de paix en Ukraine, c'est aussi un bras de fer pour l'indépendance de l'Union européenne. Elle est méprisée par Donald Trump, elle est ciblée par Vladimir Poutine, qui lui livre ce qu'on appelle une guerre hybride. Elle est aussi vue comme un adversaire par la Chine, par l'Iran, par d'autres encore. On a beaucoup débattu en France des récents propos du chef d'état-major des armées sur la nécessité de se préparer à des sacrifices pour défendre notre mode de vie. Mais l'Europe doit bien voir la réalité en face. L'heure n'est plus au pacifisme autour de nous. Sur ce plan, la prise de conscience est encore assez limitée. Et les négociations sur l'Ukraine vont encore s'intensifier dans les prochains jours. Et on suivra tout ça avec toi, Luc. Merci pour tes explications. Merci, à bientôt. Tous les articles de Luc Debarochet et de la rédaction sont à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.